RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crise climatique majeure, alors que nous nous enfonçons dans une société toujours de plus en plus autoritaire, de violence, de surveillance et de contrôle, Parole de paix ouvre une petite parenthèse pour proposer un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Une parenthèse pour réfléchir ensemble avec des associations, avec nos experts, parce que nous sommes toutes et tous un peu experts de quelque chose, et c'est important, cette émission importante de réflexion et d'information locale sur RCN 90.7 est proposée par plusieurs associations de Nancy. Il y a Amnesty International, il y a le Syndicat des avocats de France, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a l'association Carios, il y a l'association France-Palestine Solidarité, le mouvement Survie et le mouvement de l'objection de conscience. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, et voilà, donc autour des micros nous avons aujourd'hui Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe de la Ligue des droits de l'homme de Nancy. Nous avons aussi Brigitte. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Alors Brigitte, aujourd'hui tu as deux casquettes parce que tu es aussi membre de la Ligue des droits de l'homme de Nancy, mais également de l'association France-Palestine Solidarité et de bien d'autres organisations. Mais là aujourd'hui tu vas parler surtout comme notre émission va se dérouler autour de la question de la Palestine, parce que c'est compliqué, c'est très violent, tout le monde voit bien que c'est difficile et des choses sont insupportables à voir dans les informations, et notamment ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne dit pas dans les informations. Donc tu seras beaucoup avec la casquette association France-Palestine Solidarité. Oui, association dont fait partie également Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Donc Patrice, toi tu es membre de l'association France-Palestine Solidarité, un militant très actif. Tu as été pendant un temps, c'était toi le président, mais ça tourne comme partout, et donc là tu es dans l'organisation de France-Palestine Solidarité. C'est exactement ça, et puis c'est vrai que depuis 15 mois, on n'a pas chômé, quoi. On a eu largement de quoi s'occuper. Ah oui, et c'est vrai que ce qui se passe là-bas interroge beaucoup de Françaises, de Français, de gens qui regardent les informations, qui se rendent bien compte qu'il y a un certain nombre d'informations en France qui sont assez tronquées, et on sait que c'est l'horreur derrière le rideau qui nous est proposé. Et donc, grâce à la FPS et des associations telles que celle-ci, on peut s'informer, on peut en savoir plus, réfléchir et ne pas croire ou gober tout ce qui nous est donné dans les voies officielles, surtout en France où cette question est assez problématique. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire une émission sur l'association France-Palestine Solidarité, avec l'association France-Palestine Solidarité, sur qu'est-ce qu'il en est vraiment dans cette région du monde, et qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement israélien d'extrême droite et violent qui se met à attaquer tous ses voisins. Donc nous verrons ça tout à l'heure dans le dossier. On commence comme d'habitude par des petites brèves, on essaye de faire brève. Donc qui commence par déjà peut-être les rendez-vous tout proches. Donc donné le vendredi 10 janvier 2025. Patrice. Voilà un premier rendez-vous, donc ça sera un vendredi qui vient, c'est le vendredi 10 à partir de 17h30, et donc la FPS et puis donc tous les gens avec qui on travaille en collectif appellent un rassemblement pour la protection du peuple palestinien et l'application du droit international. Donc on se donne rendez-vous place Maginot à 17h30, il y aura une prise de parole et un cortège donc silencieux, cortège au flambeau. Ce cortège va se rendre place Stanislas, on va déployer le drapeau et on va faire une minute de silence pour rappeler qu'il y a des victimes et puis que ça continue à massacrer à Gaza. En Cisjordanie, la moyenne à l'heure actuelle, c'est 30 personnes tuées par jour.
Ouais, donc retenez bien, une marche aux flambeaux, on peut venir avec... Ah oui, il faut venir avec justement de la lumière, c'est-à-dire on est là symboliquement pour amener de la lumière, pour amener, sans mauvais jeu de mots, donc vraiment un éclairage sur la situation et rappeler que ça existe. Donc venez avec des bougies, venez avec vos portables, il faut vraiment qu'on soit visible, qu'on soit digne et qu'on rappelle aux gens que le massacre continue. Oui, donc c'est vendredi 17h30, 18h, vers 17h30, place Maginot. Voilà. Eh bien, on sera là. Et le lendemain, Philippe, la LDH et aussi un autre collectif se déplace un tout petit peu vers Toul. C'est ça, c'est vraiment plus que vers Toul, c'est à Toul. C'est donc l'initiative du collectif Histoire, Mémoire et Respect des droits humains qui s'est organisée autour du refus d'installation de la statue de Marcel Bijard, du général Bijard à Toul. Et malheureusement, cette statue a été installée à l'automne dernier, mais la lutte continue. C'est-à-dire qu'on rappelle, on a fait déjà des... On avait fait une émission complète sur cette question-là. Donc des aficionados du général Bijard ont proposé à la mairie de Toul d'installer une grande statue de 2,50 m, je crois, en bronze, c'est ça, on le voit en para, et les historiens et les citoyens sont choqués qu'on puisse mettre ce type de personnage. Qu'on puisse honorer un tortionnaire, tout simplement. Il faut vraiment bien dire les choses, quoi. Ouais. Donc demain, on invite toutes les personnes qui sont effectivement qui aura lieu donc samedi après-midi, le 11 janvier à 14h. Le rendez-vous est devant la gare de Toul. Et je précise aussi que depuis Nancy, il y a un covoiturage qui est organisé par plusieurs associations, dont la FPS. Oui. Je crois que c'est une initiative d'ailleurs de la FPS. Donc le rendez-vous en fait est à 13h, place Carnot. Pour les Nancéens. Il faut préciser si on a une voiture ou pas de voiture. Oui, ça c'est éventuellement très utile. Combien de places on a dans sa voiture, et c'est vraiment très utile. Et donc il y a un mail, si j'arrive à ouvrir mon fichier, je ne sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas. Bon, bref, je l'avais noté, mais peut-être que tu peux rappeler le mail. De la FPS ? De la FPS, ouais. Oui, je vous donne le mail de la FPS, donc c'est AFPS Lorsud, LORSUD, @orange.fr. Donc vous envoyez le mail et n'oubliez pas d'indiquer si vous avez un véhicule disponible, de le mettre à disposition. Hein. Et puis on recontactera tout le monde pour arranger ça la veille. Hein. Pour avoir des places ou pour demander des places. Voilà. Alors juste petite précision, lors de cette manifestation, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues. Il y aura de la musique, des chansons. Il y a la chorale sans nom qui sera présente, d'autres musiciens également. Il y aura tout un parcours donc jusqu'à cette fameuse statue là qui est érigée dans un parc public. Et il est prévu également un vin chaud. Ça, c'est important. Après la manifestation, voilà. Un certain nombre de prises de parole et puis des lectures de textes également. Enfin, il y a en tout cas beaucoup de choses qui sont prévues pour manifester de manière très intelligente contre l'érection de cette statue et globalement contre la torture et le colonialisme, en tout cas, ce qui est tout le côté négatif du colonialisme, c'est quasiment à 99%. Voilà. Alors, je voulais profiter de ce moment-là pour vous donner un conseil de lecture en pleine actualité, puisque vous avez tous appris que Jean-Marie Le Pen était décédé donc hier. Il y a quelques jours. Il a phagocyté l'ensemble des médias. Donc, je ne vais pas en rajouter une pierre, mais c'est simplement pour donner un véritable éclairage. Il se trouve que Fabrice Resseputi, qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs, qui est un historien de renom, qui est un historien de renom, a écrit un livre l'an dernier que je conseille vraiment de lire, qui s'intitule Le Pen et la torture, Alger 1957, l'histoire contre l'oubli, l'implacable dossier. C'est aux éditions Le Passager clandestin. C'est sorti en 2023, donc ça se trouve très très facilement dans toutes les bonnes librairies. Et c'est un travail vraiment très très précis. C'est la première fois en fait que
qu'un historien rassemble un ensemble de documents et de témoignages à partir d'archives militaires également, qui attestent effectivement des exactions de l'ancien président du Front National. Et c'est important d'aller dans l'histoire, de voir comment est née cette affaire-là, et puis comment elle perdure effectivement aujourd'hui, parce qu'évidemment les traces sont toujours là, et ça il faut vraiment le dire. Et en disant, alors contrairement à Bijard, Le Pen, lui, il n'a pas nié avoir pratiqué la torture, parce qu'on peut même le citer. En 9 novembre 1962, ça c'est dans le livre de Fabrice, il déclare au journal Combat « Je n'ai rien à cacher, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire ». Voilà, donc ça se passe totalement de commentaires. Donc tu rappelles le titre du livre ? Alors le titre du livre, c'est « Le Pen et la torture, Alger 1957, l'histoire contre l'oubli ». Et c'est aux éditions Le Passager clandestin. Voilà. Si je peux me permettre, il y a un Aller Libre hier. Aller Libre, c'est une émission de Mediapart. De Mediapart, qui est en accès libre. En vidéo. Et Richie Puty a été invité par Edoui Plenel hier, et donc il fait le point sur toute la situation de la torture et de Le Pen. Et donc, je recommande chaleureusement l'écoute de cette vidéo qui est en accès libre. Pour faire, c'est vrai qu'on a une année 2025 qui commence plus que jamais sous la glorification de l'extrême droite, de la violence de l'extrême droite, et c'est assez hallucinant qu'en 2025, on a eu à Nancy des fascistes d'un groupe qui s'appelle Aurora Lorraine, qui voulaient venir à Nancy, faire des défilés de nuit, vous voyez, tout habillé en noir et avec des flambeaux pour effrayer la population. On a, en France en général, à Nancy en particulier, il faut combattre l'extrême droite. Et c'est vrai que les médias, les hommes politiques, font une forme de glorification au décès de Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est une personne qui est morte, effectivement, mais il faut quand même... C'est une honte de vouloir le célébrer, parce qu'il a marqué... Alors, c'est Retailleau, le ministre de la police, a dit « Ah, c'est une personne qui a marqué notre histoire. » Non. C'est Bayrou aussi. Hitler aussi a marqué son époque. Mais il viendrait à l'idée d'aucun démocrate de lui rendre hommage. Donc, quelle honte! Le Pen était raciste, il faut le dire. Le Pen était raciste, antisémite, homophobe, sexiste. Cela ne relève pas de l'opinion, ce sont des délits. Et oui, l'extrême droite reconstruite par Jean-Marie Le Pen, c'est la négation de l'humanité. Et lui rendre hommage, c'est accepter la défaite. Il faut combattre l'extrême droite. C'est un devoir pour les ministres de la République française et pour notre histoire. Donc, enterrons son parti, ses idées, et assurons-nous qu'il ne ressurgisse jamais. Brigitte. Non, mais effectivement... Je vais aller dans ton sens, parce que ce qui est grave, c'est que effectivement, il n'a jamais été au pouvoir. Par contre, c'est ses idées qui sont désormais au pouvoir. Ces idées ont infusé la société française de manière insidieuse pendant plusieurs décennies. Et à la date d'aujourd'hui, il y a une sorte de normalisation de ces idées qui avant choquaient. Dans les années 80, lorsque Le Pen ouvrait la bouche avec ses idées raciales, d'une vision de l'inégalité des races, etc., on était tous choqués. Et il y avait une véritable honte, d'ailleurs, pour les gens à dire qu'ils soutenaient le Front National. Et vous vous rendez compte un petit peu où on en est aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a une normalisation de ces idées. Et sous prétexte de combattre le Front National et désormais le Rassemblement National, il y a énormément de partis politiques qui ont repris les idées. Mais c'est absolument insidieux, puisque désormais, les personnes sont sans aucun frein, sont capables de dire des choses absolument terribles, et c'est maintenant au plus haut niveau de l'État. Et c'est en cela où l'héritage Le Pen est absolument terrible. Oui, comme anecdote, en 1979, Simone Veil, la ministre, avait interpellé Jean-Marie Le Pen pour lui dire « J'ai survécu à pire que vous », parce qu'elle a été dans les camps de concentration, et elle lui disait à Jean-Marie Le Pen « Vous n'êtes que des SS aux petits pieds ».
Aujourd'hui, on voit les médias, on voit là en 2025 des Bayrou, notre Premier ministre actuel, peut-être quand l'émission sera passée, il sera déjà plus là, mais Bayrou qui salue la figure de la vie politique française et les affrontements nécessaires sur le fond avec ce combattant. Quelle honteuse dérive, ce que tu viens de dire, Brigitte, mais la France a vraiment dérivé. Bayrou a besoin de la bienveillance du Rassemblement national, d'où ces termes qui sont quand même particulièrement ambigus. Est-ce qu'on a d'autres brèves? Excusez-moi d'être un peu... Oui, une brève importante. Une brève, mais qui n'est pas au niveau local, qui est plus au niveau national. Je vous invite à participer, pour celles et ceux que ça intéresse, à cet appel à la liberté pour le docteur Oussam Abou Safia et à tous les soignants qui sont actuellement dans les prisons israéliennes. Toi, tu nous rappelles qui est ce docteur? Alors, je vous le rappelle, c'est ce que j'avais fait. Pardon, bien sûr. Donc, c'est un médecin qui était directeur du dernier hôpital du nord de Gaza, qui est désormais totalement anéanti, brûlé, etc. Et en fait, il s'est battu pendant 2 mois, pied à pied. Moi, je suivais tout à fait régulièrement, presque journellement, les messages qu'il diffusait notamment sur Instagram, parce que depuis octobre 2024, il y a une offensive extrêmement importante de l'armée israélienne pour vider la partie nord de Gaza, mais vraiment vider de tous les habitants. Donc, l'armée israélienne s'en est pris donc aux 2 derniers hôpitaux qui restaient dans la bande de Gaza, dont celui-ci, et il s'est battu jusqu'au bout. C'est-à-dire que il n'a pas voulu abandonner, alors que lui-même était très malade, qu'il a été blessé, qu'il a perdu un fils qui a été assassiné par l'armée israélienne. Il s'est battu jusqu'au bout. Et finalement, tous les soignants ont été obligés de sortir de cet hôpital, dénudés. Et on les voit en photo, ils sont nus, ou en tout cas vraiment pratiquement nus. Et il a été emmené donc par l'armée israélienne, et il y a actuellement une grande campagne qui a été lancée par la FPS et qui vous invite à vous photographier avec cette annonce. Liberté pour le docteur Oussam Abou Safia, avec l'hashtag Free Dr Oussam Abou Safia, et d'envoyer la photographie, donc sur l'adresse suivante, afps@france-palestine.org. Ça permettra de diffuser le plus largement possible ces images. Il y a également des interpellations qui sont bien sûr faites au ministère des Affaires étrangères, à Macron, etc., pour que cette horreur que subit les Palestiniens, et en particulier les soignants, cesse, et que ce directeur d'hôpital, qui n'a rien à voir avec le Hamas, qui a fait preuve au contraire d'un énorme courage, soit libéré, parce qu'apparemment, il n'a toujours pas pu voir d'avocat, et il semble être dans un état absolument déplorable. Donc nous demandons avec force sa libération. Et pourquoi la FPS se bat et réagit immédiatement après son arrestation? C'est que nous avons appris en 14 mois de génocide à Gaza que lorsqu'un directeur d'hôpital disparaît dans les geôles israéliennes, il ne revient plus. C'est ce qui s'est passé pour plusieurs médecins, notamment le directeur d'Al-Shifa, mais il y en a d'autres. Il est mort et sous la torture. Voilà. Donc, il y a lieu de réagir, et c'est vraiment important que ce soit la société civile qui s'empare de cette situation qui est absolument dramatique.
Donc cette brève pour demander la liberté pour le docteur Oussama Bouga Safia, donc tu la recommandes, c'est une brève, mais c'est également une introduction pour le dossier de cette semaine sur Parole de paix, 90.7, émission qu'on retrouve aussi sur le site internet rcn-radio.org. On est dans la famille des émissions société, je crois. Donc allez sur le site, retrouvez Parole de paix, vous pouvez trouver les autres émissions, les anciennes émissions également. Donc notre dossier, c'est sur la situation actuelle et catastrophique en Palestine et autour, ce que fait le gouvernement d'extrême droite et raciste de Netanyahou. On voit ça après la pause musicale. Et Brigitte, tu nous proposes... Alors, je vous propose... un son qui nous vient d'Afrique, Martial Panucci, qui est un opposant politique du Congo-Brazzaville, qui vit actuellement au Burkina Faso, qui est venu à Nancy il y a quelques semaines. Ouais, en novembre-décembre. Oui, en novembre, pour nous parler de son combat, parce qu'il a créé un mouvement pour rassembler un certain nombre d'opposants politiques contre les gouvernements corrompus africains et pour dénoncer la France-Afrique. Donc il est en lien avec Survie, qui normalement est parfois autour de notre table. Voilà, l'association Survie, qui est une association partenaire. Et donc c'est un rappeur, mais il a des chants, il a des musiques très construites, des paroles très construites et des textes qui dénoncent la situation en Afrique, qu'il voudrait voir libérée, pour que enfin les droits des peuples africains puissent se manifester de la manière la plus libre possible. Tu rappelles son nom ? Martial Panucci. Et vous pouvez le suivre sur Insta. Il vient régulièrement en Europe faire des tournées. Il va bientôt revenir à Nancy. 11h midi, Parole de paix sur RCN. Alors nous, on se retrouve pour parler de la Palestine après avoir écouté Martial Panucci que nous a proposé Brigitte, merci. Et alors, on voit tous que c'est dramatique ce qui se passe en ce moment à Gaza. On entend que l'armée israélienne, elle attaque le sud du Liban, son voisin au nord. On entend qu'elle attaque son voisin à l'est, qui est la Syrie. On entend qu'elle s'attaque encore aussi au territoire qu'elle n'a pas encore annexé. Il y a les Houthis du Yémen. Il y a directement à l'Iran aussi. Il y a l'Iran. On a pas mal de monde là. Mais pourtant, en Europe, on a la plus quasi-totalité des Occidentaux possédants et riches qui soutiennent mordicus ce que fait le gouvernement, parce que c'est vraiment une dérive très très violente en l'Israël. On pense aussi aux Israéliens qui sont démocrates et qui sont dans cette tourmente-là et qui n'approuvent pas leur gouvernement, mais ils ne sont pas entendus, sauf par des organisations dans le monde entier et des pays. C'est vrai aussi que l'Espagne ou des pays comme ça soutiennent la Palestine et dénoncent Netanyahou. Alors, nous continuons à travailler avec la FPS pour nous dire ce qui se passe en Palestine, ce que fait ce gouvernement violent et meurtrier. Si je peux me permettre, Patrice va présenter les faits. Il va faire le constat de ce qui se passe en Cisjordanie, à Gaza. Et puis un peu à l'extérieur. Et ensuite, moi, j'expliquerai quelle a été la réaction sur le plan diplomatique, au niveau de l'ONU, etc. Et sur le plan juridique, pour rappeler les décisions qui ont été prises en 2024, parce qu'il y a eu des temps forts sur le plan juridique. Très bien. Voilà. La situation est assez impressionnante. Alors, il faut rappeler une première chose, c'est-à-dire que le conflit qui se déroule en ce moment, c'est un conflit qui vient de franchir en fait son 15e mois. Donc, on est sur un conflit qui est véritablement long. Ça, c'est la première remarque. Et là, tu parles depuis le 7 octobre. Gaza, que depuis le 7 octobre. Voilà. Parce que si on met en perspective, je veux dire, ça remonte 75 ans. Voilà, 75 ans, voire même 100 ans, tout dépend comment on le fait remonter. Mais depuis le 7 octobre, en fait, 15 mois se sont écoulés. Alors, la deuxième chose à rappeler aussi, c'est que lorsqu'on parle de Gaza, par exemple, Gaza,
c'est un territoire qui est grand à peu près comme 1,5 fois, 2 fois l'agglomération de Nancy, donc c'est tout petit, petit, petit. Alors, un bilan chiffré pour démarrer. Gaza, à l'heure actuelle, en 15 mois, c'est 46 000 morts. C'est quasiment 110 000 blessés pour une population de 2,2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, 46 000 morts. Oui, et quasiment 110 000 blessés. Alors, si on fait un prorata par rapport à la population française, imaginons que la population française se trouve à Gaza, ça serait l'équivalent de 7% de la population, et cela représenterait donc quelque chose, une personne sur 14, et cela représenterait 1 400 000 morts et 3 300 000 blessés. Donc, on aurait sur 67 millions d'habitants, 5 millions d'habitants qui seraient concernés par le massacre. Donc, c'est des chiffres qui sont véritablement effroyables en termes de, entre guillemets, je prends vraiment le terme entre guillemets, de dommages collatéraux. Si on va en Cisjordanie, en Cisjordanie, Israël n'a pas chômé non plus, 800 morts, 7000 blessés tout de même. Tous les jours, quasiment, on a des informations négatives avec en moyenne 30 morts par jour. Et enfin, le Liban, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en tout état de cause, c'est quasiment 3000 morts et 13 500 blessés. Donc rien que le bilan humain est véritablement effroyable. Et on peut rappeler par exemple ce que disait Yoav Gallant, qui était donc le ministre des armées de Tel Aviv. Donc c'est la citation du 9 octobre 2023. « Nous imposerons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Effectivement, les Israéliens ont agi en conséquence. Rien que l'ensemble des bombes, tout ce qui a pu tomber sur Gaza, en termes de puissance, c'est l'équivalent de 5 fois la bombe qui est tombée à Hiroshima. Pour vous donner une idée, c'est effroyable. 1,9 million de déplacés. Tout ça que du déplacement formé. Si on regarde les bâtiments à l'heure actuelle, on a 80% des bâtiments qui sont détruits et on a 156 000 bâtiments qui sont détruits ou endommagés. Donc ça veut dire que les Gazaouis, lorsque tout ça prendra une fin, ne sauront pas en fait où s'abriter, ils n'auront plus de logement. On peut parler aussi de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire est complètement bloquée. Donc elle a engendré une famine et des scènes de pillage, étant donné qu'aucun contrôle n'est fait, qu'à l'intérieur de la bande de Gaza, seuls les Israéliens pourraient effectivement faire un contrôle pour distribuer la nourriture, mais elle n'est pas distribuée déjà d'une part, et le pillage représente à peu près, selon les jours, entre 30 et 50% de ce qui rentre à Gaza. C'est-à-dire ça va dans les mains de gens peu honnêtes qui font du marché noir, qui vivent des Palestiniens, hélas, qui vivent sur le dos des Palestiniens, mais les Palestiniens de base, eux, n'ont accès véritablement à rien. Donc, pénurie de nourriture, pénurie d'eau, pénurie de médicaments, d'électricité. Normalement, avant le 7 octobre, c'était entre 500 et 700 camions qui entraient par jour à Gaza avec tout le matériel nécessaire. À l'heure actuelle, certains jours, on en a une cinquantaine. Ça donne à peu près une idée des besoins et une idée aussi de ce qui n'est pas fait. On va parler aussi un peu de la santé, on en a parlé auparavant. Alors la santé, à l'heure actuelle à Gaza, c'est 84% des établissements de santé détruits et un ciblage méthodique des personnels de santé. Donc Brigitte en a parlé auparavant. L'exemple qui a été donné, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'objectif, c'est vraiment d'éliminer tous les gens qui sont capables de soigner à Gaza. On peut parler aussi de l'école. 625 000 élèves sans école, 85% des écoles endommagées. On peut parler de l'agriculture, 63% des terres endommagées. On peut même encore parler des journalistes. 2024, ça a été l'année record de journalistes tués dans le monde. Les autres années, on arrive à une quarantaine. Là, on arrive à 130. Sur les 130, on en a 90 qui ont été tués à Gaza. La majorité, ce sont effectivement des Palestiniens. Donc, il y a un ciblage véritablement qui est fait sur les journalistes de façon à tuer la liberté de presse et de façon à tuer l'information. Et dernière chose, donc selon un rapport des Nations Unies, 650 000 Gazaouis n'ont plus de maison où espérer y revenir. À ce jour, l'organisation estime que le déblaiement des décombres causés par les bombardements israéliens, qui s'élèvent déjà à plus de 12 millions de tonnes, prendra plus de 4 ans. Cette opération sera probablement menée par le service de lutte anti-mine des Nations Unies.
chargé d'évaluer et d'éliminer les risques liés aux munitions explosives à processus long et complexe. Parce que lorsque tout ça sera terminé, il faudra procéder au déminage. Et on a des milliers et des milliers de bombes qui peuvent encore faire des victimes. Mais même après avoir enlevé les bombes et les restes d'explosifs, il n'est pas évident du tout de savoir comment affronter la pollution, la contamination et leurs effets sur le long terme. Alors tout ça, évidemment, ça coûte des sous. La reconstruction, elle a été chiffrée par l'ONU. Pour Gaza, elle représente 40 milliards de dollars sur 20 ans. Et un autre chiffre qui va permettre d'avoir une comparaison, depuis 1948, les États-Unis ont versé un peu plus de 160 millions de dollars à Israël de façon à ce qu'il puisse assurer sa défense et surtout mener ses guerres. Et alors, depuis le 7 octobre, plus de 20 milliards ont été donnés par les États-Unis à Israël. Donc une aide massive d'un côté et un véritable désastre de l'autre. Donc la situation est véritablement terrible. Catastrophique. C'est une catastrophe. Quand on voit quelques images, on voit que c'est des champs de ruines. Comme tu dis, 4 ans, ils estiment à 4 ans rien que pour enlever les gravats. Tu nous expliques qu'il y a des bombes, des mines qui sont... le sol est jonché de mines. Et puis, ce qui est plus terrible encore, c'est les êtres humains qui sont morts, des femmes, des enfants, des vieillards... alors que Israël explique et puis que tous ceux qui les soutiennent disent que c'est pour lutter contre le terrorisme, lutter contre le Hamas, c'est terrible ce qu'on voit c'est un véritable génocide. C'est un génocide, c'est-à-dire c'est un génocide au service du nettoyage ethnique. C'est-à-dire, pour tout dire, on a les deux termes clés. Alors bon, Israël fait des choses terribles, mais vu qu'Israël est grand, noble et généreux, Israël réussit aussi à faire des choses terribles, donc en dehors de Gaza. On va parler très rapidement un peu du Liban. Israël intervient au Liban, là depuis maintenant 4 mois à peu près. En Iran aussi, il y a eu un certain nombre donc d'assassinats ciblés qui ont eu lieu. Et enfin, en Syrie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu derrière ce qu'Israël a en tête. En fait, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde. On essaye de diviser pour mieux régner. Et ce qu'Israël a mis en avant, c'est un concept qui avait été déjà utilisé par George Bush père à l'époque, c'est-à-dire la notion de guerre préventive. Pourquoi on fait une guerre préventive ? Parce qu'on risque d'avoir de gros problèmes. On va d'abord affliger ces problèmes aux autres là. Et cette guerre préventive, elle est présentée à chaque fois pour une lutte contre les extrémistes. Israël, finalement, va se définir comme le rempart des démocraties contre tous ceux qui, dans le monde, veulent la mort de la démocratie. Alors la Syrie, c'est aussi très intéressant parce que le projet israélien de la Syrie, c'est pas une Syrie en bonne santé qui va se développer, c'est une Syrie au service d'Israël. Donc c'est une Syrie qui va être éclatée, qui va être diminuée politiquement, militairement. D'ailleurs, Israël, si vous avez suivi un peu les informations, a rasé à peu près tout ce qui était militaire en Syrie. Par exemple, en Syrie, à l'heure actuelle, vous n'avez plus donc de défense anti-aérienne. Tout a été complètement bombardé. Et là, les Israéliens sont vraiment très forts. Voilà. Et l'objectif, c'est en fait d'avoir une Syrie, mais sous contrôle israélien, c'est-à-dire d'avoir une sorte de féodalisation. Par exemple, donc, un des rêves d'Israël, c'est de rejoindre les Kurdes et avec l'aide américaine, de garder la Syrie en état, de façon à ne pas avoir d'ennemis. Et on peut aussi constater la volonté expansionniste. On a une zone tampon qui s'est agrandie au niveau du Golan. Alors le Golan, c'est aussi intéressant parce qu'on a 10 000 Druzes qui y vivent. On doit avoir 32 000 colons israéliens. Et Benjamin Netanyahu l'a annoncé il y a 3 ou 4 semaines, il va doubler le nombre de colons. Et lorsqu'on descend du Golan, ça veut dire que vous avez une bande de 5 km à peu près, qui est à quelques kilomètres de Damas et qui est occupée par les blindés israéliens. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire pour conclure ? C'est que tout ça, tous ces petits territoires, en fait, sont des dominos dans le grand projet de remodelage du Proche-Orient. Et c'est quoi ? C'est un Liban laminé exsangue, un Gaza en ruine, une Cisjordanie annexée de facto, et une Syrie implosée qui est livrée à l'instabilité. Donc avec un Israël tout-puissant, sans limite dans ses ambitions de conquête territoriale.
En fait, on appelle ça de l'impérialisme. Et l'impérialisme, se dire, c'est pas un mot qui est sale, c'est un mot qui recouvre une réalité. Et même israélien, ça reste de l'impérialisme. Oui, tout à fait. Et donc, il est urgent, il faudrait réagir. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrête cette horreur qui est pas si loin de nous, ce génocide que l'on voit jour après jour, pas dans les médias, mais par des vidéos que les associations, que les individus peuvent consulter. Et on se dit, que fait la communauté internationale? Que faisons-nous? Que fait notre gouvernement? Que font nos médias? Donc Brigitte, donc on a entendu parler de deux instances que tu vas nous préciser, oui. La Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Tout à fait. CIJ-CPI. CIJ-CPI, effectivement. Alors, je voudrais juste, pour compléter le constat qui a été fait, dire que le bilan des morts à Gaza, de 46 000 morts, est manifestement sous-évalué. C'est-à-dire que ce ne sont que les personnes qui ont été identifiées. Savoir que l'état civil de tous les Palestiniens à Gaza est directement relié à l'État d'Israël. Hein. Israël occupe et gérer l'état civil. Et donc ça, c'est vraiment les personnes qui ont été identifiées. Les morts identifiés, donc les personnes qui sont mortes dans des centres de santé, etc. Mais de nombreuses ONG, l'ONU, etc., disent que le bilan est manifestement de 2, 3, voire plus. C'est-à-dire qu'il y a de très nombreuses personnes qui sont restées sous les décombres, environ 10 000 personnes. Il y a de nombreuses personnes qui meurent, sont mortes ou vont mourir de manière indirecte, dans la mesure où elles ne peuvent plus se soigner. Donc ce chiffre de 46 000 morts, qui est déjà absolument énorme, est manifestement sous-estimé et il faut vraiment le garder à l'esprit. Et lorsque des personnes osent vous dire « Non, mais 46 000 morts, c'est le chiffre du Hamas, etc. », il faut leur rappeler que c'est un chiffre qui est incontestable parce que derrière chaque personne, il y a une identité qu'Israël peut vérifier à tout moment. Donc vraiment, c'est un bilan qui est... Il y avait un journal anglais qui a sorti des études. Lancet. Oui, tout à fait, Lancet. Très sérieux. Très sérieux. Qui a, il y a quelques mois, indiqué qu'on en était à 180 000 morts à Gaza, liés donc... à tout l'aspect indirect, en fait, les conséquences indirectes des décès suite aux offensives israéliennes. Alors, comment qualifier ce qui est en train de se passer? De très nombreuses ONG, agences de l'ONU, etc., qualifient ce qui se passe de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Certains d'ailleurs disent, comme Ziad Majed, que nous avions invité à plusieurs reprises à la FPS, soit à Nancy, soit à l'université d'été, dit qu'on a affaire à un urbicide, un écocide, un scolacide. Alors urbicide, ça fait beaucoup de cides. Oui. Urbicide, c'est la destruction de toutes les villes, c'est ça? Oui, la destruction, de l'aspect urbain. D'accord, donc les bâtiments, il n'y a plus rien. Oui. Alors, urbicide, tu as dit écocide, ça, on commence à connaître. Écocide, parce que les sols sont totalement pollués, morts, etc. Morts pour des années et des années. Il n'y a plus d'agriculture. Il y en a pour 20 ans de dépollution avant qu'ils soient utilisables. Donc, il n'y a plus d'activité économique, agricole possible. Ouais. Le culturicide, là, c'est Marion Slitine, dans un article très, très intéressant de Mediapart, qui explique que tous les bâtiments, tout le patrimoine a été systématiquement détruit. Et d'ailleurs, la dernière église qui existait, qui est une des plus anciennes au monde, d'église chrétienne, Saint-Porphyre, a été bombardée cette nuit même.
Donc, voilà. Donc la culture, on essaie d'éliminer d'année en année. Le scolacide aussi. Il y a un article, voilà, parce que, en fait, les enfants ne vont plus à l'école depuis près d'1 an et demi. Et ne peuvent plus y aller, etc. etc. C'est-à-dire qu'on peut décliner... Il y avait même l'ONU qui avait créé des écoles, et l'armée israélienne a bombardé ces écoles. De manière absolument systématique. Il y a eu donc des réactions dès le départ de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU n'a absolument pas chômé. Antonio Gutiérrez, dès le départ, a demandé un cessez-le-feu parce qu'il voyait qu'on partait vers une catastrophe, mais personne n'imaginait qu'elle atteindrait une telle ampleur. Donc les agences de l'ONU, que ce soit l'UNRWA, mais pas seulement, toutes les agences de l'ONU qui s'occupent de l'aspect faim, accès à la nourriture, mais également droits de l'homme, etc., ont toutes fait des rapports. Celle qui est beaucoup en pointe, c'est Francesca Albanese, qui est la rapporteuse spéciale du territoire palestinien occupé, qui a rendu plusieurs rapports. Un rapport en mars 2024 pour dire qu'on avait affaire à un génocide. Deuxième rapport en octobre 2024 pour confirmer ce qu'elle disait précédemment. Et les ONG également ont rapidement, la FIDH, dès décembre 2023, dit qu'on a affaire à un génocide. La FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Amnesty aussi a fait. Alors, Amnesty, ça c'est plus récent, décembre 2024, un rapport de 300 pages. Je vous invite tous à aller sur le site d'Amnesty International, et là vous aurez tous les éléments qui permettent de décrire la situation. Amnesty a travaillé donc pendant plusieurs mois avec des éléments extrêmement objectifs et précis. Amnesty explique ce qu'est un génocide, donc la définition de la Convention de 1948 sur le génocide, et explique comment ils ont pu travailler. Human Rights Watch a rendu également un rapport de 200 pages quelques jours plus tard, mais ça pu Médecins sans frontières, récemment également, parle de nettoyage ethnique plutôt que de génocide. Ils disent « nous ne sommes pas des juristes, donc nous restons sur le terrain de ce que nous voyons, le soin, et nous ne pouvons que constater qu'il y a eu des bombardements systématiques qui a fait de très très nombreuses victimes, dont des enfants et des femmes. Donc ça, c'est les réactions, je dirais, sur le plan diplomatique et sur le plan politique, pour demander avec force des cessez-le-feu. Il y a également l'UNICEF qui a été très très en pointe aussi sur cette question pour dénoncer la situation. Alors sur le terrain juridique, il y a eu des temps forts. L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice contre Israël sur la base de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide. C'est une convention particulièrement importante, donc qui a été mise en place après la Deuxième Guerre mondiale pour... avec en ligne de mire le plus jamais ça. Plus jamais de génocide. Plus jamais de génocide, après ce qui s'était passé, les 6 millions de juifs exterminés dans les conditions horribles que nous connaissons. L'idée, ce n'est pas seulement d'intervenir a posteriori, mais c'est d'intervenir a priori. C'est-à-dire que quand il y a un risque, il faut tout de suite intervenir. On ne laisse pas une situation pourrir jusqu'à l'accomplissement total du génocide. Et c'est sur cette base que l'Afrique du Sud a saisi, parallèlement à sa procédure au fond, une procédure en référé de demande de mesures urgentes. Et donc, nous avons eu des audiences en janvier 2024 absolument passionnantes. Vous pouvez aller sur le site de la Cour internationale de justice. Vous aurez non seulement la requête en français et en anglais et toutes les plaidoiries et les contributions écrites des différents États qui sont intervenus.
pour demander des mesures provisoires. Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance constatant le risque plausible de génocide, confirmé par la suite le 28 mars et le 26 mai 2024. Donc ça, c'était en mai et... Voilà. Il y avait ils appelaient. Demande de mesures urgentes, c'est-à-dire demande à Israël d'arrêter, d'avoir des actions génocidaires, de permettre l'accès à l'aide humanitaire, de faire des rapports, etc. Et sur le terrain, rien n'a changé. Deuxième temps très fort à la Cour internationale de justice, ça a été un avis qui a été rendu le 19 juillet 2024 et qui constate l'illégalité de l'occupation par Israël du territoire palestinien occupé, c'est-à-dire Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Violation du droit international, violation du droit international humanitaire, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même est violé tous les jours depuis 75 ans, ce qu'a rappelé la Cour internationale de justice, avec une obligation de réparation, demandant à Israël de se retirer des colonies illégales avec une réparation, c'est-à-dire de permettre aux Palestiniens de récupérer leurs terres et d'être réparés financièrement. Il y a une résolution qui est intervenue en septembre 2024 de l'ONU pour demander l'application de cet avis en donnant à Israël un délai de 12 mois pour libérer les territoires palestiniens occupés. Troisième temps fort, c'est la Cour pénale internationale. Alors là, il y a eu 2 temps différents à la Cour pénale internationale. Le 20 mai 2024, Karim Khan, que l'on trouvait quand même assez passif, c'est le procureur de la Cour pénale internationale, on trouvait assez passif, c'est-à-dire qu'au début des opérations israéliennes, il s'est rendu en Israël, il s'est rendu au bord de la bande de Gaza, il n'a pas pu rentrer à l'intérieur, personne ne peut rentrer, mais on disait mais il ne bouge pas, etc., alors qu'il y avait des plaintes, notamment la plainte de Gilles Devers qui a été déposée avec des centaines d'avocats en novembre 2023. Finalement, Karim Khan, qui a pris son temps, il a demandé d'ailleurs à des experts de confirmer son analyse, a demandé des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et 3 dirigeants du Hamas, dont certains sont morts depuis. Qui sont morts entre-temps. Et donc là, ça, c'est la Cour pénale internationale. Ça, c'est la Cour pénale internationale qui juge les personnes. Alors que la Cour internationale de justice juge les États. D'accord, c'est l'organe juridictionnel de l'ONU. Et la CPI, c'est sur la base du statut de Rome. Et finalement, les mandats d'arrêt ont été émis en novembre 2024 par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et Mohamed Deif, qui seraient probablement décédés. Donc là, c'est sur la base non pas de la Convention sur la prévention et la répression du génocide, c'est pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà, il y a eu ces réactions sur le plan juridique qui sont très très importantes. Tout à fait. Parce que c'est vraiment... et nous devons nous battre, nous, société civile, pour faire en sorte que le droit international s'applique de manière effective. Parce que ils marchent dessus. Certains marchent totalement. Dessus. Israël marche dessus. Il y a un sentiment d'impunité de la part d'Israël. Et nos États aussi. Voilà. Quand le président français veut faire une immunité à Benjamin Netanyahou et dit, même s'il vient en France, nous on l'arrêtera pas, alors qu'on est sommé on est signataire et sommé de l'arrêter, on le fera pas. Alors, c'est grave. Il y a eu parallèlement à ça, parallèlement à la justice internationale, de très nombreuses plaintes qui ont été déposées dans de nombreux pays. Je ne vais pas tous les décrire parce qu'il y en a plein, il y en a au moins 20 ou 25. On fera une autre émission. Contre les soldats israéliens. Oui. Et donc, ils ne peuvent plus voyager librement. Certains qui s'étaient filmés, avaient pris des photos se vantant de bombarder de manière systématique Gaza. Lorsqu'ils vont en Savoie, c'est-à-dire en France, faire du ski, au Brésil. Etc., eh bien,
peuvent se faire arrêter à tout moment. Au point où Israël a publié, je crois que c'était hier, un guide en disant aux Israéliens, lorsque vous allez sortir du territoire, notamment aux soldats, lorsque vous allez sortir du territoire, faites très très attention. Voilà, parce que là, il y a un soldat israélien qui était exfiltré il y a quelques jours du Brésil avec l'aide de l'ambassade israélienne, sans alliés. Qui est intervenue. Mais voilà, donc à côté de la justice internationale, il y a toutes ces plaintes qui sont déposées. Parce que, il faut que la justice passe. Ça n'est absolument pas possible autrement. Et la justice doit passer pour toutes les personnes qui commettent des crimes, et ça ne nous empêche pas de demander la libération des otages. Bien sûr. J'aurais dû commencer par là, bien sûr. Mais la libération des otages, elle est absolument essentielle. Mais c'est aussi un prétexte. On pourrait faire une émission complète dessus, parce que apparemment, voilà, c'est un prétexte, parce qu'il y a eu plusieurs fois des possibilités. Et ça a été instrumentalisé, en fait. Donc, donc, on a fait un gros point aujourd'hui fondamental sur la situation. Vas-y. Et on reprendra une émission sur les conséquences et ce que nous on fait pas. Il y a beaucoup de choses à lire. Vraiment, pour ceux qui s'intéressent, il y a moyen d'être informés. Alors pas les médias mainstream, parce que vraiment c'est une catastrophe. Mais il y a beaucoup de livres qui sortent, il y a des vidéos, etc. sur l'IREMO. Vraiment, il y a beaucoup de choses. J'ai quelques conseils de lecture. C'est le livre noir de Gaza. C'est un livre collectif avec Agnès Levallois de l'IREMO qui l'a pensé. Une étrange défaite de Didier Fassin sur le consentement à l'écrasement de Gaza. C'est un anthropologue qui explique que la vie d'un Palestinien vaut celle d'un Israélien, et qu'il y a une sorte de défaite morale d'accepter la situation telle qu'elle est actuellement. Cette fois-ci, un autre livre d'un historien, Enzo Traverso, Gaza devant l'histoire. Là aussi, ce sont des réflexions sur le plan philosophique et politique, avec le contexte bien sûr historique, en nous disant en gros, mais comment on a pu en arriver à cette situation, et au fait que, on regarde impuissant un génocide se dérouler à quelques milliers de kilomètres de chez nous. On a outrageusement dépassé notre temps d'antenne. On dit merci à Joris, notre technicien. Un grand merci. Et puis on se redit pour réécouter cette émission, faites-la connaître, et puis écoutez-nous, Parole de paix sur RCN Radio Caraïbes Nancy 90.7. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org